Bonjour. Aujourd'hui est un autre jour. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons parler des sciences politiques. Nous allons parler du droit constitutionnel. En théorie politique, il existe plusieurs formes de souveraineté selon qui détient le pouvoir suprême et comment il est exercé. Bien que comment il s'exerce. On va distinguer ici 5 formes de souveraineté. On va parler dans un premier temps de la souveraineté populaire, de la souveraineté nationale, de la souveraineté constitutionnelle, de la souveraineté parlementaire, ainsi que de la souveraineté monarchique. Nous allons commencer par expliquer ce qu'on entend par souveraineté populaire. Ici, le pouvoir vient directement du peuple. Le peuple est constamment consulté pour les grandes décisions en ce qui concerne l'orientation générale du pays. Et ici, on va prendre le citoyen individuellement. Ici, généralement, le peuple est consulté par référendum. Je précise bien, nous sommes dans le cas d'une souveraineté populaire. Le peuple est consulté constamment par référendum. Ici aussi, le vote est un droit pour toutes les populations, pour tout individu se trouvant dans la population. Ici, nous sommes dans une logique de démocratie directe. C'est le cas, par exemple, du peuple athénien dans la Grèce antique. Et on a des personnes, des philosophes qui ont soutenu cette thèse-là, c'est le cas de Jean-Jacques Rousseau. Mais aussi, le peuple n'est pas exercer sa souveraineté directement, mais par ses représentants. Et là, on va parler d'un deuxième cas de souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté nationale. Ici, le peuple exerce sa souveraineté grâce à ses élus, grâce à ses représentants. On aura par exemple le cas des parlementaires, le cas du chef de l'État. Le peuple donne le cutus à ses représentants d'exercer à son nom. Ici, le pouvoir appartient à une entité abstraite qu'on va appeler la nation. Précise bien, c'est la nation qui est l'entité abstraite à laquelle appartient le pouvoir. Et alors, le peuple va élire des représentants. Et ces représentants vont prendre des décisions à la place et au nom de la nation. C'est-à-dire, ces élus représentent la nation. C'est le cas des députés, c'est le cas du chef de l'État. Ici, nous sommes dans le cas d'une logique de démocratie représentative. Parce que le peuple envoie ses représentants, donne le cutus à ses représentants d'aller voter des lois à son nom, d'aller exercer le pouvoir. Et ici, on a bien parlé de l'entité abstraite qui est la nation. Mais on peut aussi parler d'un autre type de souveraineté où le pouvoir est entre les mains d'un seul individu. Ici, il s'agit d'un troisième cas de souveraineté, c'est la souveraineté monarchique. Donc ici, le pouvoir est défini par un seul homme. On parle souvent de souveraineté absolue. Le pouvoir est souvent entre les mains d'un roi ou d'une reine. Et ici, le souverain, qui est le roi ou la reine, détient tous les pouvoirs. Ici, le peuple n'intervient pas directement. Le peuple n'intervient presque pas. C'est uniquement l'individu qui représente le peuple, c'est-à-dire le roi ou la reine, représentant du peuple. Un exemple historique, c'est le cas de Louis XIV en France. Le pouvoir peut aussi, c'est-à-dire être entre les mains d'une partie des représentants du peuple. Alors, on va voir un quatrième cas, c'est la souveraineté parlementaire. Ici, dans ce cas, le pouvoir est concentré entre les mains du Parlement. Et là, le Parlement devient l'autorité suprême. Ici, tous les autres individus lui sont subordonnés. Nous sommes dans le cas, par exemple, du Royaume-Uni, que vous connaissez bien. On peut aussi avoir un autre cas,
où par exemple le pouvoir est contenu dans un document écrit qu'on appelle la Constitution. Ce 5e cas, c'est la souveraineté constitutionnelle. Dans ce cas, c'est-à-dire la souveraineté constitutionnelle, le pouvoir est limité et organisé par une constitution. Ici, toutes les institutions doivent respecter la constitution. Dans ce cas, le pouvoir ici est souvent, il y a souvent un contrôle juridictionnel dans ce cas-ci, c'est-à-dire de la souveraineté constitutionnelle. Il y a souvent un contrôle juridictionnel, c'est-à-dire il y a la loi. Chaque fois on doit vérifier est-ce que la constitution est respectée, est-ce qu'elle n'est pas respectée. Et par exemple, pour la plupart des cas, c'est le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle qui est là pour résoudre cette litige, pour savoir si la constitution est respectée ou pas. Nous pouvons prendre un exemple. Quelle est donc la souveraineté respectée par le Cameroun? Dans quel type peut-on classer? Des 5 types de souveraineté peut-on classer au Cameroun? On va parler de la souveraineté nationale parce que au niveau du Cameroun, il y a les députés et le chef de l'État qui est voté pour représenter la nation, pour représenter les populations. C'est-à-dire, c'est une démocratie représentative. Le Cameroun respecte ce cas-là. Le Cameroun respecte aussi le cas de la souveraineté populaire. Je précise bien. Le Cameroun respecte aussi le cas de la souveraineté populaire. Et un troisième cas, c'est le cas de la souveraineté constitutionnelle. Voilà les 3 types de souveraineté auxquels est assujetti le cas du Cameroun. Je voulais que vous puissiez suivre un peu le professeur Ronan Guény. Suivons-le un peu. Là étant dit, l'initiative du professeur Maurice Kamto me semble ne pas pouvoir prospérer. Il faut dire qu'il est coutumier du fait. Il avait promis à ses ouailles d'aller retourner le résultat de l'élection présidentielle de 2018 à l'Union africaine. Le voilà encore dans ce type d'initiative. Pourquoi cette initiative ne peut pas prospérer? Nous allons lire la Constitution du Cameroun. Et je dis aux Camerounais, quand vous parlez des institutions, quand vous parlez du droit, quand vous parlez des procédures, il faut toujours vous référer aux normes. Pourquoi ça ne peut pas prospérer? Parce que ceux qui ne savent pas croient que la souveraineté qui est en vigueur dans le Cameroun comme ordre constitutionnel, c'est la souveraineté populaire. Non. Il s'agit de la souveraineté nationale énoncée à l'article 2 de la Constitution, que je vais vous lire. Parce que les gens parlent, mais ils ne lisent pas. C'est tout. Article 2, alinéa 1 de la Constitution du Cameroun. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 2. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection ou suffrage universel direct ou indirect, virgule, sauf disposition contraire de la Constitution. Voilà la disposition qui gêne tous ceux qui parlent et entretiennent des illusions sur le fait que cette révision constitutionnelle serait anticonstitutionnelle. Comme ils sont très faibles en théorie du droit, même quand ils sont juristes, ils ne comprennent pas que le droit fonctionne suivant une logique dialectique où on pose le principe et où on peut admettre l'exception. Mais ça n'empêche pas de poser, dans l'analyse, ça n'empêche pas de poser les questions de légitimité. Ce sont Maurice Kamto. Ce sont la question de la non, il faut quand même. Mais vous avez parlé, écoutez, vous allez terminer. Permettez au professeur d'aller jusqu'au bout. Il occulte. Je dis et je répète de la personne. Que le droit fonctionne suivant la dialectique. Principe, exception. N'est-ce pas?
Quand vous lisez cet article 2, alinéa 2, le principe c'est que les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. C'est tout. Si la Constitution se serait arrêtée là, tous ceux qui critiquent la révision constitutionnelle auraient raison. Vous comprenez? Mais on met virgule sauf disposition contraire de la Constitution. Donc ici, il y a ce principe. La même Constitution admet qu'il puisse avoir dans cette loi fondamentale des dispositions contraires à ce principe. On appelle ça des tempéraments ou une exception. Voilà donc pourquoi l'article 64 qui a été évoqué ne peut pas prospérer. C'est tout. Alors, attendez. Non, les gens font trop d'impostures. Les gens font pas vous refuser de répondre. Rien dans une constitution n'est au-dessus de la souveraineté. Rien dans une constitution n'est au-dessus de la souveraineté. Parce que c'est la souveraineté qui est le corps constitutif de l'État. Donc, même une règle de la Constitution ne peut pas s'opposer aux règles qui sont posées concernant la souveraineté. Vous comprenez? À partir du moment... Non, laissez, parce que les gens trompent trop les gens ici dehors. Il y a l'article 64. Non, mais c'est la démarche auprès de la charte. Non, là, ça, c'est des histoires. Attendez. Je dis c'est des histoires. Des histoires quoi? La Constitution a elle-même prévu tous les mécanismes qui régissent son fonctionnement et les conditions de sa révision. Quand vous irez donc là-bas, il faudra donc prouver que la Constitution a été violée et on va donc vous objecter pour ceux qui défendront le principe que la Constitution n'a pas été violée, ce que je vous dis. Et je vous dis que dans une Constitution, rien n'est au-dessus de la souveraineté. Et contrairement à ceux qui en parlent sans savoir de quoi ils parlent, la souveraineté dans notre système, c'est la souveraineté nationale, pas la souveraineté populaire. La souveraineté nationale est basée sur ce qu'on appelle la démocratie représentative. Et cette démocratie représentative peut s'exercer par les représentants. Ici, le président de la République ou le Parlement. D'accord, ça c'est le principe est acquis. Non, c'est pas le principe. Non. Il faut que les gens arrêtent de tromper les autres. Je dis qu'il faut que les gens arrêtent de tromper les autres. Il va revenir. Je dis et je redis. Quand il parlait, c'est pourquoi c'est lui qui vouloir tromper les Camerounais. Non, moi-même, je vais dire prenons l'article 45 de la Constitution. De parler, monsieur. On l'autorise à évoquer l'article 45 de la Constitution. Il va parler de l'article 45. Je ne vais pas le laisser faire de la posture. De l'article 45. Venons-en à l'article 45. Si vous croyez qu'on a peur de l'article 45. Et on va évoquer l'article 44 d'abord. J'ai dit d'abord l'article 44 d'abord. On va l'article 45. J'ai dit 45. Attendez, moi j'ai d'abord dit 44. Mais il me fait... J'ai d'abord dit 44. Vous n'allez tromper personne. J'ai dit, moi je réponds donc. Article 44. Oui. Si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la Constitution, l'approbation en forme législative ou la ratification de ce traité ou de cet accord ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on dit. Ce n'est pas parce qu'on dit à l'article 43, le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Les traités et accords internationaux qui concernent le domaine de la loi définie à l'article 26 ci-dessus sont soumis avant ratification à l'approbation en forme législative par le Parlement, qu'il suffise qu'il y ait un traité international. Si ce traité-là comporte des clauses qui sont contraires à la Constitution, il y a un problème de validité dans son internalisation dans l'ordre juridique camerounais. Mais je reviens sur le terrain principal.
il ne faut pas tromper les gens. D'accord, on a compris cela. Rien n'est laissez. Pourquoi vous voulez m'empêcher d'aller? Je dis qu'ils sont en train de tromper les gens. Et ce n'est pas la première fois. Ils ont fait ça avec le impératif. Vous les avez suivis. Ils se sont cognés. Ne vous suivez pas. Mais vous, je vous ai laissé parler. Professeur, on est d'accord. Je répète, écoutez-moi, les arguments s'affrontent, oui. dans une constitution, rien, aucune règle d'une constitution n'est supérieure à la souveraineté. D'accord. Et non, mais laissez-le finir. Vous m'empêchez de finir, puis vous dites déjà dit alors, professeur. Rien n'est supérieur à la souveraineté dans une constitution. D'accord. À partir de ce moment, si les articles, les dispositions qui sont relatives à la constitution, qui sont relatives à la souveraineté dans une constitution, ont été respectées, il n'y a aucun viol de la constitution. D'accord. L'article 64 ne peut pas ici être opposé à l'article 2 de la Constitution. Merci pour ça. Et en l'occurrence, mais vous, quand je vais finir, vous me laissez, je dis le dernier mot. Pourquoi vous me donnez le dernier mot? Laissez-moi parler, c'est parce que vous m'empêchez de parler que je fais ça. L'article 63, alinéa 3. La procédure est respectée de part en part. D'accord. On a réuni le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Le texte a été discuté. Les membres du Congrès ont eu l'occasion de l'amender. Finalement, le texte a été adopté à la majorité absolue. Point final. On va souffrir d'écouter. Cessez de suivre les incultes. Merci. Vous m'empêchez de parler. Je ne peux pas parler. Mais c'est parce que vous me bloquez. Je n'ai pas chuté. Le dernier point. Calmez-vous. Ça fait au moins une minute. Le dernier point. C'est parce que vous m'interrompez comme on relance. Je dis, laissez-moi parler. Pourquoi vous m'empêchez de vous dire ça? Faut qu'on soit clair, professeur. Je dis, laissez-moi parler. On peut interrompre. C'est même pas, mais quand vous m'interrompez, vous parler, professeur. Allons-y alors. Le dernier point, je dis, il faut arrêter l'inculture. On l'a dit. Il faut arrêter l'inculture. Ça veut dire quoi? La légitimité ne s'oppose pas à la légalité. La légalité est une forme de la légitimité. D'accord. Souffrons d'écouter Jean-Robert, il faut jusqu'au bout. On va aussi l'interrompre. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me surexciter. On va vous interrompre parce que vous allez le faire. Vous rendez compte, je prends les téléspectateurs à témoin. Dans un premier temps, il y a quelqu'un, il y a un panéliste, en l'occurrence M. Eddy Birobert, qui a lu de façon parcellaire l'article 64 de la Constitution. Il a refusé de lire intégralement cet article. Maintenant, j'ai demandé au professeur Onan Guini de regarder l'article 45 de la Constitution. Il est allé à l'article 44. Après, il est remonté à 43. Il n'a pas lu l'article 45. Quand il demande de lire l'article 45, c'est en rapport avec le thème. Ce thème. Modification de la Constitution que recherche Maurice Kamto à l'Union africaine. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'article 45. Et il n'a pas lu. Lisez-le. Il a refusé de le lire. Lisez-le. Alors, ça ne changera rien du tout. D'accord. Allons-y pour la manipulation. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés n'ayant pas de disposition, n'ayant pas de disposition contraire à la Constitution. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés, c'est-à-dire n'ayant pas de clause contraire à la Constitution. Dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. C'est un principe connu. Voilà. C'est connu.
C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto, sur la base de cet article 45, également a saisi l'Union africaine, parce que l'Union africaine rappelle, n'est-ce pas, un certain nombre de principes édictés dans notre constitution. Il faut que ce soit clair. Et c'est pour ça que j'ai demandé à M. Onanguini de lire l'article. Il a évité cela. Mais j'ai dit que c'est... Parce que là, je vous ai lu l'article qui vous montre que... Oui, je vous ai lu l'article qui montre qu'il peut exister des dispositions contraires dans un traité qui sont contraires à la... Je vous ai demandé de lire l'article 45. Mais vous comprenez... Ça se lit en bloc. Ça se lit en bloc. Vous comprenez... Je ne vais pas le laisser parce qu'il a passé le temps à me le citer. Non, je ne le laisserai pas. Non, je ne dis pas de question de réagir. Il a passé le temps à faire de aucune mise à l'épreuve. Rien du tout. Une personne à la fois, s'il vous plaît. Aucune mise à l'épreuve. Je dis, là, je vais lui faire ce qu'il m'a fait. Aujourd'hui, pas de cadeau. Non, je dis aujourd'hui, pas de cadeau. Vous n'avez pas compris. Parce qu'il a l'habitude de le faire. Aujourd'hui, je ne lui laisserai pas. Vous le faites. Vous êtes content. Lui ne les a pas respectés. Je vous demande de lire l'article 45. Lisez tous les articles, pas seulement l'article 45. C'est ça la manipulation, monsieur. J'ai dit voir le thème. Non, il y a les articles qui sont liés. C'est dans la même section de la Constitution. L'Union africaine. C'est dans la même section. Et ça, vous répondez qu'à l'article 45. L'article 45. Vous répondez à l'article 43, 44 et 45. Monsieur, voilà. Vous comportez comme un élève à qui on donne un devoir. C'est vous qui avez donné le devoir. Je dis comme à qui on donne le devoir. Je prends mon cahier, donnez le devoir. Laissez-moi finir, il a besoin de stylo. Monsieur Onanguini, vous comportez comme un élève à qui on donne un devoir. Il fait son devoir en 30 pages et on ne retient rien. Et au finish, il a 3 sur 20. Je voudrais demander de lire l'article 45. L'article 45 est dans une section où il y a l'article 43 et l'article 44 qui portent sur les mêmes articles. Vous devez faire du mensonge. A lu l'article 45. Moi j'ai lu l'article 43 et 44. On va permettre aux autres de réagir à ça. On ne fait pas de la mesure de réagir là. Vous faites ne faites pas de la mesure de réagir. S'il vous plaît. J'ai pas envie sévère. Non, monsieur, vous voulez dire vrai. Être sévère. Vous voulez dire vrai. Qui peut noter l'autre? Parallèlement au fait que vous êtes un seigneur, j'ai bien dit avec AI. Vous avez à suivre. Vous voyez par exemple que le professeur Onanguini dit carrément que le Cameroun est dans un type de souveraineté représentative. C'est-à-dire, c'est le cas par exemple de la souveraineté nationale. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que par exemple, à tout moment, le peuple ne peut pas être directement consulté? On a le cas du référendum. Donc, cela signifie que le professeur Onanguini, soit il commet une erreur, soit il ment. Et moi, ça me dérange franchement beaucoup. Où il y a de la manipulation pure et simple. Parce que le professeur Onanguini, c'est une personne c'est un politologue. Et en fait, c'est lui qui est supposé nous éclairer parce qu'il est professeur. Et en fait, moi, ça me fait peur dans la mesure où il nous manipule, il nous ment. Il sait pertinemment que le Cameroun, même si le Cameroun est à dominance par exemple, dominance souveraineté nationale, mais on ne doit pas ignorer qu'il y a aussi la souveraineté populaire dans la mesure où le Cameroun peut aussi faire appel au référendum. Il y a aussi la souveraineté constitutionnelle parce que chaque fois on doit vérifier pourquoi la Cour constitutionnelle, il y a dans la Constitution du Cameroun, la Cour constitutionnelle, on parle de la Cour constitutionnelle. Et la Cour constitutionnelle est là pour vérifier la constitutionnalité des lois. Et au Cameroun même, il y a un conseil constitutionnel. Pourquoi? Ça signifie qu'on a aussi une souveraineté constitutionnelle. On doit à chaque fois vérifier si les lois sont compatibles avec la Constitution, que ce soit les lois nationales ou les lois internationales. Donc, le professeur Onanguini, étant intelligent, c'est un homme extrêmement intelligent, c'est un professeur extrêmement intelligent. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus de la manipulation pure et dure, pure et simple. Or, normalement, les positions du professeur Onanguini devraient d'abord être les positions d'un enseignant. C'est-à-dire, quand il doit donner ses opinions personnelles, on peut comprendre.
Mais il ne faut pas que dans une chose où il va expliquer un cours, soit de droit, soit de sciences politiques, qu'il puisse donner l'impression. Moi, je me serais attendu qu'il puisse donner les 5 types de souveraineté et qu'il dise, par exemple, que au niveau du Cameroun, on a tendance, le chef de l'État du Cameroun ou le Cameroun a tendance à adopter plus la souveraineté nationale, c'est-à-dire le type de représentatif, que c'est ça. Mais il faut reconnaître une chose, c'est que aussi, en fait, nous devons, pour mieux comprendre ce sujet, revenir un peu sur la notion de souveraineté. On doit revenir un peu sur la notion de souveraineté. Qu'est-ce que la souveraineté? Et on va donc voir aussi, dans cette partie, les différents impacts ou bien les différentes influences. La souveraineté est le pouvoir suprême. C'est-à-dire, c'est l'autorité la plus élevée qui ne dépend d'aucune autre et qui s'exerce sur un territoire et une population. Voilà une définition claire et simple de la notion de souveraineté. On peut encore définir la souveraineté comme étant le pouvoir de désigner ou de choisir librement, c'est-à-dire faire les lois, gouverner. C'est le pouvoir de se faire obéir, c'est-à-dire d'imposer ses lois, sans être soumis à une autorité supérieure. Autrement dit, un État souverain est indépendant à l'intérieur et à l'extérieur. Nous allons donc bien comprendre cette notion de souveraineté intérieure et souveraineté extérieure. Commençons par la souveraineté interne. L'État exerce sa souveraineté sur les individus et les institutions se trouvant sur son territoire. Maintenant, parlons de la souveraineté externe. L'État est indépendant vis-à-vis des autres États. Donc, quand il n'y a pas de domination extérieure, on parle de souveraineté externe. On peut donc dire que la souveraineté est le pouvoir ultime de gouverner et de décider. Pour le juriste Jean Bodin, la souveraineté est un pouvoir perpétuel, absolu et indivisible de l'État. Prenons un exemple avec le Cameroun. Au Cameroun, par exemple, l'État décide de ses lois. L'État organise ses institutions comme il veut, l'État, bien sûr. Il gère aussi les relations internationales. Cela montre clairement qu'il exerce sa souveraineté. La souveraineté donc reste un principe selon lequel un État est maître de ses décisions. Mais aujourd'hui, la souveraineté n'est plus absolue comme au temps de Jean Bodin. Pourquoi? Elle est encadrée, c'est-à-dire la souveraineté est encadrée, partagée ou contrainte par plusieurs réalités modernes. On va voir maintenant les différentes limites contemporaines de la notion de souveraineté. Un État peut-il être absolument souverain? Donc, quelles sont les choses qui peuvent faire en sorte que nous pensions que il est difficile aujourd'hui de dire qu'un État est libre de prendre ses décisions, qu'il est libre d'exercer sa souveraineté, de prendre ses décisions et d'orienter, d'avoir une vision libre. Voici quelques notions. On va voir d'abord la notion de la mondialisation. Commençons par la mondialisation. Les États ne décident plus seuls sur des notions, des termes d'ordre économique. Il y a une dépendance des États aux marchés internationaux. Il y a une influence des multinationales. Et les États aussi s'arrangent à séduire et à attirer des investisseurs étrangers. Un exemple simple. Un État peut être obligé d'adopter des politiques économiques pour rester compétitif au marché mondial, au plan mondial. Peut-on encore dire qu'il est absolument souverain? Peut-on dire qu'il est absolument souverain, qu'il prend ses décisions sans avoir une influence extérieure? Non. En dehors de la mondialisation, on a une deuxième influence, c'est-à-dire ce sont les organisations internationales. Les États acceptent de limiter leur souveraineté en adhérant librement à des organisations internationales.
Et ces États, donc ces organisations-là, ont des règles communes que tout le monde doit respecter. Et l'État doit s'adapter à ces règles communes-là, de ces organisations internationales dans lesquelles cet État-là a adhéré. Et même aussi, il y a des décisions parfois très contraignantes. Des exemples simples comme l'Organisation des Nations Unies, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce. Ces institutions influencent les politiques économiques nationales. Comme troisième facteur qui influence la souveraineté externe, on a par exemple le droit international. Les États doivent respecter les traités et conventions. On a par exemple le cas des droits de l'homme, droits humanitaires et par exemple aussi les accords environnementaux. Un exemple simple. Un État ne peut plus traiter ses citoyens comme il veut, sans risquer des sanctions au plan international. Quatrième influence de la souveraineté externe, on a par exemple les juridictions internationales. Certaines décisions nationales peuvent être contestées auprès des institutions des juridictions internationales. Exemple, la Cour pénale internationale, la Cour africaine des droits de l'homme. On a aussi la Cour de justice internationale. Cela limite l'impunité des États et de leurs dirigeants. Maintenant, il existe aussi ce qu'on appelle des enjeux au plan global qui peut, par exemple, pousser les États à limiter leur souveraineté. Et c'est là on verra que certains problèmes dépassent véritablement les frontières nationales. C'est le cas du changement climatique, du terrorisme, de la criminalité transnationale. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a une police internationale qu'on appelle. Aucun État ne peut agir seul pour résoudre ces problèmes-là. Les États doivent réagir de façon concertée pour résoudre ces problèmes-là de criminalité transnationale, de terrorisme, de changement climatique, bref. Ici, il y a une coopération obligatoire et une souveraineté partagée. Nous ne pouvons pas aussi oublier la dépendance économique et financière des États. Dans ce cas, on verra que les États peuvent être influencés par les bailleurs de fonds, les dettes internationales, les aides financières, et cela peut orienter leur politique publique, c'est-à-dire diminuer leur souveraineté. En dernière position, on peut voir aussi la révolution numérique et informatique. Les États ne contrôlent plus entièrement l'information. On a les réseaux sociaux, les influences étrangères, cybersécurité. Le pouvoir échappe en partie au contrôle étatique. Nous allons conclure cette vidéo. On va dire que, en définitive, aujourd'hui, la souveraineté n'a pas disparu. Mais elle est limitée, elle est partagée, elle est interdépendante. Et on doit parler aujourd'hui de souveraineté relative et non de souveraineté absolue, comme pensait Jean Bodin. Pour ceux qui font les prépas concours, ceux qui veulent se préparer au concours, pour le moment, le concours d'entrée dans les écoles nationales supérieures polytechniques n'a pas encore été lancé. D'ici quelques temps, certainement, nous attendons les arrêtés du ministre de l'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Donc, vous aurez les informations dès que le concours sera lancé. On se voit prochainement, Inch'Allah.